Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 10 et aujourd'hui, nous avons enfilé notre plus bel uniforme du FBI et nous sommes partis, Laetitia et moi, enquêter pour vous sur le film Shutter Island. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Ça va super bien. J'ai hâte de commencer l'enregistrement parce que je pense qu'il va être super. On a bien travaillé quand même. Et toi ? Moi ça va, il est un petit peu tôt pour moi pour enregistrer. J'espère que je vais pas trop bafouiller, mais on verra bien, hein ? C'est parti. Alors, juste avant de commencer, comme le Shutter Island, c'est une adaptation d'un roman, j'aurais voulu savoir si toi, tu avais une adaptation de roman préféré au cinéma. Pour moi, il y en a tellement que ce serait vraiment difficile d'en choisir un seul. La dernière fois, du coup, j'ai rapidement parcouru ma bibliothèque et bon, juste pour en citer quelques-uns, il y aurait déjà Shining de Stephen King, du coup l'adaptation avec Nicholson, ou 1984 d'Orwell, la version en 1984 du coup avec John Hurt qui est super je trouve. Et allez, un petit dernier pour la route, La Chambre des Morts de Frank Tilliez. Le film il est sorti il y a un moment, c'était avec Mélanie Laurent, je me souviens. Mais voilà, il y en a plein que je trouve super. Et toi ? Moi, je lis beaucoup moins que toi. Moi, je lis vraiment très peu. Hein. Mon niveau de lecture, ça se situe plutôt autour d'Harry Potter, quoi. Vraiment grand maximum. C'est déjà bien. Mais bon, voilà. Un des souvenirs que j'avais, c'était le roman de Jean-Paul Dubois, Kennedy et moi, dont j'ai parlé dans un épisode du podcast, qui a été adapté par Sam Karman. Assez fidèle au bouquin. Peut-être qu'on voyait quand même un petit peu plus la sémiologie dans le bouquin que dans l'adaptation au cinéma, mais je trouvais ça assez fidèle et finalement plutôt bien rendu. Voilà, après moi j'en ai pas lu des milliers des livres qui ont été adaptés au cinéma, donc voilà, c'est le premier qui m'est venu en tête. Avant de commencer le programme, juste si vous n'avez pas vu Shutter Island, c'est pas la peine d'écouter la suite parce qu'on va spoiler le film de long en large. Alors comme c'est un film à twist, c'est quand même bien de l'avoir vu avant, hein, parce que sinon ça va vous gâcher tout le plaisir du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez d'écouter et revenez une fois que vous avez vu le film. Donc au programme, on va faire un petit point, mais vraiment rapide, sur l'état de la psychiatrie américaine au moment où se déroule le film, c'est-à-dire dans les années 50. Ensuite, on parlera un petit peu de l'Institut Ashcliffe, qui est l'hôpital psychiatrique sur Shutter Island, dans lequel se passe le film. On essaiera de voir s'il y a des rapprochements avec des équivalents de ce qu'on peut trouver en France, comme les UMD par exemple. On parlera du stress post-traumatique et de la façon dont il est présenté dans le film. Je parlerai un peu longuement de l'insight en psychiatrie, de ce concept-là, qui est quand même pas mal traité dans le film, c'est même un des enjeux du film. Ensuite, on parlera de l'éthique de l'expérience menée à Shutter Island. Est-ce que c'est bien de laisser des patients délirer ou livrés à leur pathologie comme ça ? Ensuite, on se posera la question du trouble dissociatif de l'identité chez le héros. Voilà. Et puis ensuite, on terminera par notre avis global sur le film et nos recommandations. C'est déjà un sacré programme. Ouais, on va essayer de ne pas faire 2 heures. C'est pas grave. Allez, je vous présente le film très rapidement. Shutter Island, donc un thriller psychologique américain de 130 minutes, réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2010. C'est donc, comme on disait tout à l'heure, une adaptation d'un roman, le roman Shutter Island, écrit par Dennis Lehane. Dennis Lehane que vous connaissez peut-être parce qu'il a un autre roman à lui qui a été adapté au cinéma, je crois. Non, il y en a même 2. Il y a Mystic River, ça je suis sûr, c'est Clint Eastwood. Et un autre, je crois que c'était Gone Baby Gone, mais alors ça je ne l'ai pas vu, j'ai pas lu le bouquin. Voilà.
Donc Shutter Island, lui, il est sorti en 2003. Au casting du film, donc Leonardo DiCaprio qui joue Teddy Daniels, Mark Ruffalo qui joue Chuck Hall, ensuite Ben Kingsley et Max von Sydow dans les rôles de John Cawley et Jeremiah Neyring. Et à noter quand même la présence de Ted Levin dans le rôle du directeur de l'hôpital. Alors Ted Levin, vous l'avez déjà vu dans Le Silence des Agneaux et peut-être dans la série Monk. C'est pas vraiment dans le même registre que Le Silence des Agneaux. Et John Carroll Lynch dans le rôle du directeur adjoint. Et lui, il a joué dans Zodiac notamment. Donc c'est assez rigolo que dans un thriller comme Shutter Island, on ait deux acteurs comme ça qui ont joué des tueurs en série. Bon, il y a certains plans de l'institution qui ont été filmés dans un ancien hôpital psychiatrique du Massachusetts. Ouais, c'est à peu près la seule anecdote notable concernant ce film, en tout cas sur le rapport avec la psychiatrie. Il n'y a pas de vrais patients dans le film, comme ça pouvait être le cas dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ils vous ont fait un topo sur cette institution avant votre départ? C'est un hôpital psychiatrique, on m'a rien dit d'autre. Un hôpital pour malades dangereux. Ouais, si c'était que des gens qui entendent des voix et qui courent après des papillons, ils auraient pas besoin de nous. Bon, allez, pour commencer, on va essayer de situer un petit peu le film dans l'historique de l'évolution de la psychiatrie aux États-Unis, qui est finalement assez semblable à celui de la psychiatrie française. Alors pour ça, j'ai deux références, principalement une revue canadienne qui s'appelle Santé mentale au Québec, un article qui s'appelle « Le processus de désinstitutionnalisation aux États-Unis » et une autre référence qui est un article de Jean-Gaël Barbara, qui est historien des sciences au CNRS, et l'article s'appelle « Évolution de la psychiatrie américaine des années 50 face à l'essor des neurosciences ». Voilà, si vous vous intéressez au progrès de la psychiatrie dans ces années-là. Donc là, grosso modo, au moment où se déroule le film, dans les années 50, les études sociologiques et psychiatriques qui étaient menées à l'époque ont plutôt tendance à présenter les asiles comme des institutions totalitaires, déshumanisantes et plutôt antithérapeutiques, avec des patients qui sont parqués là, auxquels on applique des stratégies thérapeutiques parfois, enfin qui aujourd'hui peuvent nous paraître un petit peu moyenâgeuses. Je crois qu'à l'époque on faisait encore les cures de Sackel, c'est-à-dire on injectait de l'insuline aux patients pour leur provoquer des hypoglycémies, donc les faire convulser. Bon, l'électroconvulsivothérapie, les électrochocs existaient déjà à l'époque, mais bon, voilà, on était à ce niveau-là quand même de traitement. Mais bon, il y a quand même eu, dans les années 50, une évolution majeure, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est que ces méthodes-là, un peu à l'ancienne, sont critiquées par les nouvelles générations de psychiatres qui arrivent, et surtout il y a la découverte au début des années 50, je crois que c'était en 1952, la découverte des neuroleptiques, en particulier de la chlorpromazine, découverte française, Cocorico, découverte par Delay et Deniker, qui a carrément révolutionné la vie dans les hôpitaux psychiatriques, parce que les neuroleptiques avaient cette propriété de vraiment apaiser et soulager les patients les patients en crise aiguë dans les hôpitaux pouvaient parfois être agités, souffraient beaucoup, et les neuroleptiques ont permis de calmer les délires, apaiser les troubles du comportement, et du coup les hôpitaux se sont retrouvés quand même beaucoup plus calmes, et les patients avaient quand même une meilleure qualité de vie dans les hôpitaux. Donc ça a été vraiment une vraie révolution. Les méthodes nouvelles qui arrivent donc à cette époque-là, c'est donc l'utilisation des psychotropes et les expériences psychosociales. J'ai pas trouvé vraiment d'exemple d'expérience psychosociale qui ressemble à celle qui est menée à Shutter Island. Les expériences psychosociales, c'était plus, des études de conditionnement, ou par exemple, est-ce que quand on inflige un stimulus douloureux à quelqu'un, ça change sa façon de réagir. Voilà, il y a des expériences comme ça. Donc on n'est pas du tout dans ce délire-là dans Shutter Island. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans les années 50, le principe qui prend son essor, c'est ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire trouver des moyens de faire sortir les patients de l'hôpital psychiatrique et de les soigner à l'extérieur des hôpitaux.
Voilà, c'est à ce moment-là que les patients vont quitter l'hôpital pour être soignés en ville. La période des années 1940-1950, ça correspond aussi à la mise en place de beaucoup de groupes de recherche interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'associent des spécialistes de plein de disciplines biomédicales différentes, génétique, biostatistique, psychologie. Et ces centres de recherche s'organisent, alors soit indépendamment, soit au sein des hôpitaux. Voilà, on commence à faire de la recherche un petit peu organisée et humaniste dans les hôpitaux pendant cette période-là. Ça se passe comme ça à l'époque de Shutter Island. Messieurs, vous pouvez compter sur notre soutien actif. Mais tant que vous serez là, vous suivrez le protocole. Suis-je assez clair? Tout à fait clair. Le bâtiment de briques rouges à votre droite est le bloc A. C'est le pavillon des hommes. Le bloc B, le pavillon des femmes, est à votre gauche. Le bloc C est ce bâtiment sur la falaise. C'est un ancien fort de la guerre de sécession. C'est là que sont logés les patients les plus dangereux. Le bloc C est d'un accès défendu sans autorisation écrite et sous réserve de la présence de moi-même et du docteur Collet. Suis-je assez clair? Donc, maintenant qu'on a en gros le contexte dans lequel se déroule le film, on va parler un petit peu de l'Institut Ashcliffe. Alors, cette institution dans laquelle arrivent nos deux enquêteurs, on va se poser la question de savoir un petit peu quel genre de pratiques on a dans cette institution-là et en quoi ça pourrait quand même ressembler à ce qu'on a en France, c'est-à-dire des UMD. Très rapidement, qu'est-ce que c'est une UMD? UMD, c'est Unité pour malades difficiles. Dans le Code de santé publique, une UMD, c'est défini comme une unité spécialement aménagée pour mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques intensifs et des mesures de sûreté particulières adaptées à l'état des patients. En gros, c'est des unités qui accueillent des patients pour lesquels les services de psychiatrie traditionnels peuvent être en difficulté, souvent parce que les patients présentent des troubles du comportement importants qui entraînent soit des conduites auto-agressives graves ou de l'hétéroagressivité, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent aux autres patients, ils s'en prennent aux soignants et ils n'arrivent pas à sortir de ce processus-là. Donc, pour entrer en UMD, c'est très simple, ça se fait par arrêté préfectoral et uniquement, c'est-à-dire que les patients qui vont en UMD, ils sont en ce qu'on appelle SPDRE, c'est-à-dire soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Une fois qu'ils sont en SPDRE, ils sont transférés dans une UMD. Ils sont pris en charge là-bas et ensuite, lorsqu'ils doivent revenir dans leur unité d'hospitalisation, pareil, ça se fait par arrêté préfectoral sur recommandation d'une commission de l'UMD, une commission qui est composée d'un médecin inspecteur de santé et 3 psychiatres hospitaliers qui ne travaillent pas dans l'UMD. Un séjour en UMD, c'est au minimum 6 mois, parce qu'il y a au moins une commission tous les 6 mois. Il faut savoir que les patients ne sortent pas directement de l'UMD pour rentrer dans leur foyer. Ils retournent dans l'unité psychiatrique d'origine qui les a adressés à l'UMD. Voilà. Les UMD, ça s'est énormément développé en France parce que moi, à l'époque où j'étais interne, il y avait 5 UMD en France. Aujourd'hui, en 2023, on est à une dizaine d'UMD. Les personnels présents dans les UMD sont exclusivement des personnels soignants, ce qui n'est pas le cas dans le film Shutter Island, puisque dans Shutter Island, il y a des policiers, il y a des miradors, ils sont armés jusqu'aux dents. Il n'y a pas ça dans les UMD. Les UMD, c'est des lieux de soins, c'est pas des prisons. Même si les conditions de sécurité sont particulières pour protéger les patients, il n'y a pas d'intervention de la police dans une UMD. C'est en ça que Ashcliffe n'a pas vraiment d'équivalent avec ce qu'on appelle les UMD en France. Oui, je fais une petite aparté sur les UHSA, ce qui va te permettre de respirer un petit peu. Donc les UHSA, donc c'est vraiment différent des UMD. On aime beaucoup les acronymes en France, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. UHSA, ça veut dire Unité hospitalière spécialement aménagée. Donc c'est dans des établissements publics de santé. Ce sont des unités en fait pour des personnes qui sont détenues, incarcérées, et qui ont besoin de soins psychiatriques en hospitalisation complète. En 2018, il n'y avait que 9 UHSA en France, donc c'est pas tellement plus que les UMD, mais ça tend aussi à se développer.
Et pour le coup, dans ces unités-là, les UHSA, il y a la présence de policiers au sein même de l'unité de soins, parce que les personnes sont détenues et donc doivent être sous surveillance judiciaire. Donc c'est encore autre chose, mais c'est un peu particulier. Oui, donc là, c'est plus l'hôpital qui s'invite dans la prison. Donc... La prison qui s'invite dans l'hôpital. Un peu. D'accord. Bon, donc, aux États-Unis, il y a quand même des hôpitaux psychiatriques de haute sécurité. J'ai un peu galéré pour en trouver. Alors, il y en a un qui s'appelle le North Texas State Hospital, qui a été fondé en 1917. Quand tu regardes les photos du site, tu as l'impression que c'est un camp de vacances, ou un village Pierre et Vacances. C'est trop sympa, il y a un beau ciel bleu, tout est magnifique. Remarque, ceci dit, voilà, on peut être dans un hôpital psychiatrique hyper accueillant et avoir des soins intensifs et de pointe. À mon avis, moi, ça me choque pas. Parce que quand tu cherches hôpitaux, haute sécurité, psychiatrie sur Internet, tu tombes sur des trucs méga glauques, genre films d'horreur, avec des vieux matelas tout pourris, déchirés. Enfin bon, non, c'est pas du tout ça. Mais bon, globalement, en fait, les patients qui commettent des crimes aux États-Unis, ils sont soignés en prison. C'est peut-être de là que vient le fait que Ashcliffe ressemble quand même plus à une prison qu'à un hôpital psychiatrique. Il y a une espèce de système judiciaire qui s'est mis en place spécifiquement pour les gens qui commettent des crimes et qui souffrent de troubles mentaux. Ça s'appelle les tribunaux de santé mentale. Et c'est les tribunaux de santé mentale aux États-Unis qui définissent la nature du soin. Est-ce que les patients vont être suivis en ambulatoire ? Est-ce qu'ils vont être suivis à l'hôpital ? Il y a une allusion à ça dans un film dont j'ai parlé, qui était Happiness Therapy, où au moment où le patient il sort de l'hôpital, en fait, sa mère a négocié avec le juge pour qu'il puisse rentrer à la maison à condition qu'il prenne ses médicaments. Et d'ailleurs, il est suivi par un genre de contrôleur judiciaire dans le film, qui sait que s'il y a un problème et tout, il retourne à l'hôpital. Moi, je connaissais pas du tout l'existence de ces tribunaux de santé mentale. Mais c'est vrai. Oui, ça fait quelques années que ça existe. Non, moi non plus. Le système psychiatrique américain est vraiment assez différent du système français. Donc voilà, globalement, si on met de côté la présence policière sur Shutter Island, le travail de réhabilitation qui a l'air d'être fait à Ashcliffe par les soignants, quand même, a l'air assez proche d'un travail qu'on pourrait faire en UMD en France. Voilà ce qu'on peut dire sur, en tout cas, l'institution dans laquelle se déroule le film. Ça pourrait exister, c'est plausible, enfin en tout cas, vu le contexte, à l'époque où ça se passe, la façon dont les patients sont pris en charge à l'époque, ouais, ok, pour moi, ça me paraît crédible. Marshall, où allez-vous comme ça ? Je me rendais, j'allais juste attendre le ferry. J'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit à l'opposé. Si vous avez un moment, je vous trouverai quelqu'un pour vous conduire jusqu'au quai. Qu'est-ce que c'est que ça, docteur ? Qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est notre sédatif. C'est une précaution. Oh, une précaution. mais que comptez-vous faire ? Vous allez me tuer, Marshall. Vous croyez donc l'avoir mérité ? Mais pourquoi ? Pour vous avoir mis en colère. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne vous met pas en colère ? Une remarque ? Une phrase ? Les nazis. Oui, ça aussi. Et les souvenirs, bien sûr. Les rêves. Savez-vous que le mot trauma est un mot grec qui veut dire blessure ? Et savez-vous comment se dit rêve en allemand ? Traum. Un traum. Les blessures peuvent créer des monstres. Et vous êtes blessé, Marshall. Et vous en conviendrez, lorsqu'on voit un monstre, on se doit de l'empêcher de nuire. Ouais. Je suis d'accord. Oui. Je vais enfin pouvoir te donner plus longuement la parole pour un des sujets centraux du film, qui est le psychotrauma. Le psychotrauma qui est subi par le personnage principal de Teddy Daniels. Donc je te laisse la parole pour que tu nous en parles.
Alors pour cette partie sur le psychotrauma, j'ai été voir aussi sur le site mémoiretraumatique.org, que je vous conseille parce que c'est un site qui est vraiment très accessible, bien construit. Il a été, la page notamment sur le psychotrauma, elle a été réalisée par le docteur Muriel Salmona, qui est un nom assez connu dans le domaine du psychotraumatisme. C'est vraiment une référence dans ce domaine-là. Elle a son livre le plus connu, je pense, c'est le livre noir des violences sexuelles. Au niveau du psychotrauma, elle évoque quand même une forte prévalence sur la vie entière. Donc prévalence, je crois que je l'avais déjà expliqué dans l'épisode d'avant, mais c'est la probabilité d'apparition d'une pathologie. Et donc là, c'est sur la vie entière. On parle de 5 à 6% pour les hommes, contre 10,5 à 13,8% pour les femmes, ce qui est quand même énorme. En plus, moi, je travaille en addictologie, donc je suis un peu biaisée à ce niveau-là, puisque je constate vraiment la forte prévalence des psychotraumas au quotidien. Pour faire la distinction, il y a un peu 2 grands types de psychotraumatisme. Le type 1, c'est ce qu'on appelle le trauma simple, donc ça va être un événement traumatique unique, ponctuel, j'allais dire bien marqué à un moment précis dans le temps, alors que le type 2, donc ce qu'on va appeler le trauma complexe, on va parler de trauma complexe quand il va y avoir des événements traumatiques qui vont être répétés ou durables, c'est-à-dire quand il va y avoir des violences familiales, des violences conjugales qui vont se répéter sur plusieurs années, on parlera de traumatisme complexe. D'accord, oui. Le trauma simple, c'est par exemple, tu es témoin de la mort de quelqu'un, ou le genre de truc qui t'arrive qu'une fois, quoi. Voilà, accident de voiture, attentat, un viol. D'accord, ah oui. Donc un événement ponctuel. Voilà. Pour donner une petite définition, j'ai pris celle de Louis Cros, qui est psychiatre. Donc sa définition, elle date de 1996. Il dit que c'est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité, physique ou psychique, d'un individu qui y est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. Donc cette définition, elle est assez longue, mais en fait, elle est hyper complète. La notion d'effraction, elle est super importante dans le trauma. Il y a vraiment cette notion de passage en force de quelque chose qui vient rompre le système, en fait, qui déborde les défenses de la personne, clairement. Et du coup, ça vient effracter cette intégrité, le côté entièreté de notre identité. Le trauma, c'est quelque chose qui vient vraiment éclater et morceler la personne, et son esprit, du coup. Et dans la dernière partie de la définition, ce qui est intéressant, c'est qu'il précise bien qu'il peut y avoir traumatisme, même si on est témoin. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, la notion de traumatisme vicariant, par exemple. Donc c'est un traumatisme indirect, on va dire, un traumatisme par extension, qu'on observe par exemple beaucoup chez les soignants ou chez les pompiers, qui vont être en permanence confrontés à des récits ou du visuel d'événements traumatiques et qui peuvent à force manifester des symptômes post-traumatiques comme s'ils avaient eux-mêmes vécu les événements en fait. Après, je voulais parler un petit peu des symptômes post-traumatiques du coup qui découlent des événements traumatiques. J'ai repris un petit peu le détail du DSM-5. Donc tout d'abord il y a les réminiscences traumatiques. Donc les réminiscences, c'est tout ce qui va être images intrusives, des illusions sensorielles, la présence de cauchemars assez intenses. Dans Shutter Island, on voit que Teddy il a beaucoup de réminiscences de sa femme, de sa fille, des camps de concentration, de Dachau. Réminiscences qui peuvent être d'ailleurs à l'origine d'amnésie dissociative, parfois. Amnésie dissociative. Oui, j'en parle. Attends, par après. J'en parle après justement. Je ferai une petite parenthèse après sur les amnésies dissociatives. Après, il y a ce qu'on appelle les conduites d'évitement. Donc les conduites d'évitement, c'est tout ce qu'on va mettre en place consciemment ou pas, pour échapper aux réminiscences traumatiques.
Donc dans Shutter Island, ce serait typiquement d'éviter toutes les situations où il est susceptible d'être à proximité de l'eau. Ah oui, c'est pour ça qu'au début du film, il n'est pas bien du tout. On a l'impression qu'il a le mal de mer, mais en fait, c'est juste le fait d'être à proximité de l'eau, ça le rend super mal, quoi. Ouais, ça peut complètement réactiver son trauma. D'accord. Mais donc, bon, ça, visiblement, consciemment, il ne le sait pas encore. Ensuite, dans les symptômes post-traumatiques, il y a aussi des conduites d'hypervigilance. Donc, ça va être le fait d'anticiper tout le temps des menaces, des dangers, d'être vraiment dans un état d'anxiété massive. Dans Shutter Island, on voit que Teddy est toujours sur ses gardes, super alerte. Il est vraiment en état de stress permanent, limite avec une attitude paranoïaque. Et enfin, il y a les conduites dissociantes. Donc pareil, je parlerai de manière un peu plus approfondie de la dissociation tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler. Mais les conduites dissociantes, donc ça va être tout ce qui est prise de risque, les conduites addictives, les passages à l'acte violent. Alors dans Shutter Island, c'est un peu difficile à dire. Peut-être les passages à l'acte violent à Ashcliffe, qui sont brièvement évoqués, on les imagine. Ou sinon, il y a aussi l'évocation rapide d'un usage d'alcool problématique. Quand ils sont dans le phare, je crois que le docteur lui dit que quand il était avec sa femme, il avait beaucoup de problèmes d'alcool. Enfin, il buvait beaucoup, il était très absent. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, je reviens sur ma petite parenthèse amnésie dissociative. Donc là, j'ai été piochée dans le livre Psychothérapie de la dissociation et du trauma, qui est publié aux éditions Duno. Donc l'amnésie dissociative, c'est l'incapacité à se remémorer des informations autobiographiques importantes. Le plus souvent, c'est des informations traumatiques ou stressantes. Dans une forme systématisée, le sujet peut perdre la mémoire d'une catégorie spécifique d'informations. Ou alors peut y avoir des formes d'amnésie généralisée, où la personne peut oublier jusqu'à son identité, mais c'est vraiment très très rare. D'accord. Donc là, c'est vrai que ces points du DSM-5, on les retrouve quand même bien dans le film, de façon assez claire. Mais ce qu'il y a en plus, moi je trouve, c'est que parfois on a quand même l'impression que Teddy présente des symptômes psychotiques, qui est pour moi pas vraiment classique dans les stress post-traumatiques. Est-ce que toi, tu as trouvé des liens entre le psychotraumatisme et les psychoses ? Oui, c'est vrai que c'est une question que du coup on s'est posée, parce que c'est assez marqué quand même dans le film. Du coup, j'ai été pas mal sur la thèse d'Anna Mouika, qui date de 2017, sur les symptômes dissociatifs et psychotiques dans le trouble de stress post-traumatique, donc carrément dans le sujet. Donc déjà, la première description de symptômes psychotiques chez les individus atteints de TSPT. Donc TSPT, trouble de stress post-traumatique, comme ça m'évitera de le dire. Ah d'accord, moi je connaissais PTSD, moi. PTSD, c'est la version anglaise. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc TSPT, c'est la version française, ça. Ouais, c'est un peu moins classe. Trouble de stress post-traumatique, ok. Donc cette première description, elle est venue de Van Putten et Emory en 1973, qui avaient noté des états psychotiques transitoires secondaires à des névroses traumatiques chez les anciens combattants, donc avec la présence d'hallucinations auditives, visuelles et des délires de persécution. D'accord, ancien combattant, alors un peu comme Teddy finalement. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que la symptomatologie, en tout cas dans sa thèse, elle fait rapidement la distinction. La symptomatologie est quand même différente entre dans la psychose ou dans le TSPT. Déjà, la symptomatologie délirante dans la schizophrénie, elle diffère de celle du trouble de stress post-traumatique. Les délires, ils sont quand même moins systématisés, les thèmes sont un peu plus étranges, il y a une désorganisation plus importante chez les schizophrènes quand même. Et les hallucinations dans le trouble de stress post-traumatique, elles sont quand même souvent en lien avec les reviviscences, et le patient se sent souvent comme s'il revivait la scène du trauma, ce qui n'est pas forcément le cas dans les symptômes positifs des psychoses. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce sujet-là, en fait, c'est venu des auteurs Allen et Hall en 1997. En fait, Allen, il a suggéré que la dissociation
qui étaient induites par le traumatisme rendaient les personnes vulnérables à l'expérience psychotique. Et en fait, ce terme d'expérience psychotique, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que faire l'expérience de quelque chose, c'est pas forcément synonyme de pathologie. Ça me semble un peu plus adapté pour parler des éléments psychotiques liés au trauma. Du coup, dans cet article-là, Dahlen, il dit que ces expériences psychotiques sont l'expression de difficultés émotionnelles et apparaissent parfois purement réactionnelles. Donc on pourrait dire que ces expressions psychotiques, elles sont temporairement déclenchées par le trauma, mais elles n'évolueront pas spécialement vers une schizophrénie caractérisée en fait. D'accord. Donc en théorie, les symptômes psychotiques de Teddy pourraient exister en vrai, hein, c'est assez cohérent. Ouais, on peut le dire, oui. Dans un sens où il serait réactionnel, mais voilà, sans faire forcément partie d'une pathologie, sans forcément être en lien avec une psychose avérée. C'est ça, voilà. Donc il ne souffre pas d'un trouble psychotique chronique, mais dans le cadre de son syndrome de stress post-traumatique, il peut présenter des effractions psychotiques, en tout cas des expériences psychotiques ponctuelles. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Savez-vous dans quel état se trouve le monde de la psychiatrie actuellement? Non, docteur, j'en ai aucune idée. Il est en guerre. La vieille école préconise l'intervention chirurgicale, la neurochirurgie, des procédures telles que la lobotomie transorbitale. D'aucuns pensent que les patients deviennent plus raisonnables, dociles, d'autres que ça les transforme en zombies. Et la nouvelle école? La psychopharmacologie. Une nouvelle drogue a été approuvée, la thorazine. Ce composé tranquillise les psychotiques ou les dompte, si on veut. Et de quelle école êtes-vous, docteur? Moi? J'ai une théorie innovante selon laquelle si l'on traite un patient avec respect, si on l'écoute quand il parle, si l'on essaie de le comprendre, on peut établir le contact. Des patients de ce genre-là? Même cela. Ce qui devrait être un ultime recours devient systématique. Un comprimé, puis mettons-les dans un coin, ça va passer. Rachel Solando prenait une combinaison de substances pour entraver son comportement violent, mais le traitement n'était efficace que par intermittence. Le plus grand obstacle à son rétablissement était son refus de faire face à ses actes. Alors donc, une problématique centrale du film est finalement l'enjeu un peu de l'expérience qui se déroule sur Shutter Island, c'est d'arriver à faire comprendre à Teddy que sa perception de la réalité est altérée et que son mécanisme de pensée est faussé par une maladie. Voilà, donc là, je m'excuse, je vais faire un tunnel peut-être un peu long pour expliquer ce que c'est l'insight, parce que finalement, c'est vraiment ça, au-delà du... Bon, voilà, il y a toute la partie psychotrauma qui est importante, mais l'enjeu de l'expérience sur Shutter Island, c'est justement de voir comment est-ce qu'un patient peut arriver finalement à prendre conscience qu'il souffre d'une pathologie. Alors, donc on va parler du concept d'insight, qui est un concept propre à la psychiatrie. Je vais prendre pour exemple l'article de Jafari et Markova qui est sorti dans les annales psychologiques d'août 2011, qui s'appelle le concept d'insight en psychiatrie, dans lequel ils expliquent un peu ce que c'est que l'insight et les différentes approches de l'insight. Donc l'insight, c'est globalement la prise de conscience par le sujet qu'il est atteint d'une maladie. Donc le défaut d'insight est souvent amalgamé, en tout cas on fait le raccourci, moi ça m'est arrivé de le faire plein de fois, avec le terme anosognosie, donc avec le A privatif, nosos qui veut dire la maladie, et gnosis qui veut dire la connaissance. Donc ne pas avoir connaissance de sa maladie. En fait, c'est un concept, l'anosognosie, c'est un concept qui a été décrit en 1914 par les neurologues, en particulier par Joseph Babinski, qui s'était rendu compte que chez les patients qui faisaient des AVC dans certains territoires du cerveau, les lésions pouvaient altérer les fonctions cognitives des patients, et les patients ne se rendaient pas compte que, par exemple, ils ne pouvaient plus bouger un bras ou qu'ils ne pouvaient plus se servir de telle ou telle chose. Donc l'anosognosie, c'est vraiment sur un plan, on va dire, presque organique. Alors l'insight, c'est un peu différent. Il y a eu plein de types d'approches différentes de l'insight. Il y a eu d'abord l'approche catégorielle, c'est-à-dire une approche en tout ou rien. C'est-à-dire soit le patient il a conscience des troubles, soit il n'a pas conscience des troubles. Donc ça, c'était la base. Ensuite, ça s'est un petit peu étoffé. Qui s'est développée l'approche dimensionnelle, c'est-à-dire une approche à la fois quantitative et plus ou moins détaillée, avec différents items.
la conscience de la maladie, la conscience des symptômes, la conscience de la nécessité d'un traitement, des conséquences sociales de la maladie, de la capacité du patient à attribuer une cause à la maladie, et les stratégies psychologiques de défense. Les stratégies psychologiques de défense, il y a une petite aparté, enfin non, il y a un petit clin d'œil dans le film à un moment donné où ils sont en train de parler le premier soir, là, quand les enquêteurs ils rencontrent les médecins. Le docteur Nehring, dans le film, quand il dit à Teddy, il en parle, il dit « Vous avez des mécanismes de défense remarquables ». Donc c'est ça, les stratégies psychologiques de défense, c'est les moyens d'avoir accès ou pas à la connaissance de ces troubles. Après l'approche dimensionnelle, il y a ce qu'on appelle l'insight cognitif. Alors ça, moi, ça me parle plus parce que ça a été défini par Aaron Beck, qui est le père des thérapies cognitives et comportementales, qui lui parle de l'altération de la capacité d'être objectif sur les expériences délirantes et les distorsions cognitives. Donc, c'est-à-dire l'incapacité à mettre ces expériences en perspective, l'incapacité à corriger les informations venant des autres, ou alors un excès de confiance dans les jugements délirants. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est l'insight comme sensation somesthésique. C'est-à-dire, en fait, somesthésique, c'est une perception sensorielle. C'est un modèle explicatif qui est assez proche finalement de l'anosognosie, qui serait associé finalement à des lésions du lobe frontal chez des patients qui souffrent de schizophrénie. Et donc, le lobe frontal étant lésé, l'insight se définit alors comme une difficulté à percevoir et à construire une représentation correcte de la maladie, mais parce qu'on considère que le cerveau a été lésé, abîmé par la maladie. Voilà, allez, je termine vite fait avec les diagnostics différentiels. J'en ai retenu que 3 principaux, avec lesquels il ne faut pas confondre l'insight, en tout cas lorsqu'on parle de conscience du trouble. Il y a avant tout donc le déni. Donc le déni, c'est pas pareil parce que le sujet est conscient qu'il a des difficultés, mais il est réticent à les reconnaître. L'autre diagnostic différentiel, c'est aussi l'indifférence. Donc le sujet connaît son déficit, mais il n'en tient pas compte. Alors ça, bon, l'indifférence, c'est plus quelque chose qu'on rapprocherait à l'histrionisme ou à l'hystérie, comme on disait à l'époque, qui se caractérisait par la belle indifférence, où les gens présentent des symptômes, mais voilà, ils y font pas attention du tout. Et enfin, dernier terme, vraiment plus technique, et là qui est pour moi quand même assez proche de troubles comme les psychoses, c'est la lexithymie, c'est-à-dire l'incapacité à exprimer ses émotions par des mots. A, privatif, lexi, dire, et thymie, c'est humeur. Voilà. Et donc, dans le film, finalement, comment ce défaut d'insight est montré ? Alors, moi, j'ai pas trop fait la différence, finalement, entre l'insight et les symptômes post-traumatiques. Ouais, les symptômes post-traumatiques. Donc là, effectivement, on va peut-être pas être d'accord. Mais en fait, non, si, je pense que tu as raison. Je vais quand même les dire, et comme ça va permettre de faire la différence. On en parlait tout à l'heure, lorsqu'il a des nausées sur le bateau, et que c'est en rapport avec la noyade de ses enfants, on pourrait croire qu'il a le mal de mer, mais en fait, justement, c'est cette reviviscence de... Attends, j'ai perdu le terme. Réminiscence traumatique. Voilà, c'est ça, c'est une réminiscence traumatique, ça. C'est pas vraiment avoir conscience ou pas qu'il y a un problème. Non, pour moi, je le mettrais pas dans la catégorie d'insight. Donc alors pareil, ce qui colle pas non plus, c'est les céphalées, enfin les maux de tête qu'il a dans le bureau de Collet, qui rapportent pareil au mal de mer, et pas forcément au traumatisme psychologique. La recherche, quand il recherche dans l'hôpital le fameux Andrew Ledis, le supposé assassin de sa femme. Alors qu'en réalité, nous, on sait, quand on a vu le film, que c'est Andrew Ledis, c'est Teddy. Il se recherche un peu lui. Ça, par contre, pour moi, ça n'a pas forcément de rapport avec le stress post-traumatique. C'est vraiment quelque chose de construit, mais voilà, lui, il fait pas le lien avec le fait que ça peut être sa pathologie, quoi. Non, ouais, au niveau identitaire, comme c'est très clivé, effectivement, je pense que défaut d'insight, pour ça, c'est... Ouais. Bon, ce qu'on peut rapprocher stress post-traumatique, c'est les photophobies, c'est-à-dire la photophobie, c'est quand on est gêné par la lumière. Les céphalées, les nausées au moment de l'interrogatoire de la première Rachel Solando,
qui est en fait une représentation de sa femme qu'il a lui-même tuée. Ça peut pas être des... Du coup, je te pose la question. Ouais, vas-y. Ça peut pas être des conséquences de l'arrêt des traitements. Je pensais qu'à un moment, il demande vous avez plus une sensibilité à la lumière ou l'arrêt des neuroleptiques, enfin les mal de tête, les maux de tête, pardon, la photophobie. Ça peut pas être lié à ça. Si on part du principe que les traitements qu'il lui donne, c'est des neuroleptiques, à ma connaissance, le fait d'arrêter les neuroleptiques, ça donne pas ce genre de symptômes. Des symptômes de sevrage, tu peux en avoir principalement avec des molécules comme les benzodiazépines, les tranquillisants, où là, ça quand même, lorsqu'on les utilise de façon prolongée, régulière, il y a quand même une certaine accoutumance, une certaine dépendance, spécifiquement avec ces molécules-là, pas avec les autres, qui fait que lorsque tu arrêtes brutalement ces médicaments-là, tu as des signes de sevrage, un peu comme tu pourrais faire un sevrage en alcool ou en d'autres drogues, quoi. Okay. Avec les neuroleptiques, pas trop. Non. Du coup, non. Donc, comme autre manifestation de l'anosognosie, enfin en tout cas du défaut d'insight, alors si, à un moment donné, Chuck il voit son collègue, il a l'impression de voir son collègue en bas de la falaise qui s'est écrasé en bas, il voit une espèce de corps dans les vagues. Donc là, il a clairement une hallucination, enfin bon, illusion, voilà, on va dire. Je pense que c'est quand même une façon de représenter une hallucination, même si comme ça, quand on le voit, on dirait plus que c'est de l'illusion, c'est-à-dire quelque chose une image qui est réelle, mais qui est interprétée, déformée de la mauvaise manière. Une hallucination, c'est une perception sans objet. C'est-à-dire, genre, j'entends un bruit alors qu'il n'y a pas de bruit, ou je vois quelque chose alors qu'il n'y a rien. Là, on est plus de l'ordre de l'illusion. Bon, voilà. Mais on va dire que pour le réalisateur, ça représentait, en tout cas dans le bouquin, il me semble que c'est clairement présenté comme une hallucination. Et là, il ne se rend pas compte, clairement, qu'il est en train d'avoir une expérience hallucinatoire. Donc là, le défaut d'insight, il est assez clair. Pareil, quasiment dans la même séquence, quand il descend au bas des rochers, qu'il ne retrouve plus le corps, là, il voit des rats qui sortent des trous et qui courent un peu partout sur les rochers. Pareil, il y a une distorsion de la vision de la réalité. Il a l'impression que les rochers bougent et ça prend la forme de rats. Donc là aussi, c'est une illusion, plus là, une hallucination. Voilà, il la vit pleinement, il ne se dit pas « Oh là là, je suis malade, je suis en train d'avoir des symptômes de ma maladie. » quoi. Et puis bon, bien sûr, le gros morceau, c'est tout l'entretien qu'il a dans la grotte vers le milieu du film avec la deuxième Rachel Solando, qui là est complètement imaginaire, qui est une manifestation de ce qu'on appelle le rationalisme morbide, c'est-à-dire les raisons qu'on peut trouver, ce que le cerveau peut créer pour donner du sens ou aller dans le sens de la pathologie. Voilà, un raisonnement erroné pour justifier le délire, par exemple. Voilà. Autre moment assez clair où la nosognosie, où le défaut d'insight est bien montré, c'est lorsqu'il croise le docteur Nering dans les couloirs, dans les sous-sols de l'hôpital, où là, le docteur lui dit clairement qu'il est malade, qu'il souffre de traumatisme, et là, il ne le croit carrément pas. Il se sent même carrément persécuté, notamment lorsque le docteur il met sa main dans la poche, et voilà, il voit qu'il a une seringue, genre voilà, il va me faire du mal, donc là, ça alimente à fond le syndrome de persécution. Voilà. Et à aucun moment, il se rend compte qu'effectivement, il y a un problème et que c'est lui qui est malade. Et puis, bien sûr, enfin, la révélation à la fin du film, lorsque le docteur Collet lui donne directement accès à son dossier médical, où là il voit les notes des psychiatres qui décrivent la symptomatologie. Et là, face à ça, il ne fait pas le lien entre ce qu'il a vécu et ce qui est décrit dans son dossier. Ce qui t'amène ici, c'est pas la vérité. Si, au contraire, et je veux l'exposer au grand jour. Ce qui t'amène ici, c'est toi. Et Ladies. C'est la seule raison de ta présence ici. Moi, j'étais qu'un accessoire. Une porte d'entrée. George Noyes. Oh non, c'est impossible, tu peux pas être là. Tu trouves ça chouette? Qui t'a fait ça, George? C'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Toutes tes histoires, tout ton baratin à la con, je me retrouve ici par ta faute. George, comment ils t'ont fait sortir de Dédame, hein? Écoute, je sais pas comment ils ont fait, mais je trouverai le moyen d'arranger ça, tu m'entends? Je ne sortirai plus d'ici. Une fois, pas deux. Aucune chance, jamais 2 fois. Dis-moi comment ils t'ont fait revenir ici. Ils savaient tout. T'as pas compris encore.
Il savait ce que tu tramais. Tout ton plan, là. C'est un jeu, tout ça. Tout ce qui se passe, c'est rien pour toi. T'enquêtes sur rien du tout. T'es qu'un rat dans un labyrinthe. Maintenant que vous avez compris ce que c'est que l'Insight, voilà, on va pouvoir parler un petit peu de la méthode qui est utilisée par l'équipe médicale sur Shutter Island et discuter un peu sur l'éthique plus ou moins acceptable de cette expérience qui est menée là-bas. C'est-à-dire jusqu'où finalement on peut aller pour faire prendre conscience de ces troubles à un patient. Il faut savoir que quand même, pour résumer l'objectif de l'expérience au départ, il s'agissait de laisser en liberté dans l'institut le patient le plus dangereux de l'institution, donc Teddy, qui est donc un ancien policier, donc qui est entraîné au combat, à l'utilisation d'armes à feu, donc quelqu'un qui a priori qui sait se défendre, qui sait faire usage de la violence de façon professionnelle. Donc ça, forcément, ça en fait quelqu'un de dangereux. Le principe, c'est de le laisser évoluer dans l'institution, mais sans lui administrer aucun traitement, et juste de l'aider par le biais d'un jeu de rôle dans lequel toute l'institution est complice, avec comme but final de lui faire prendre conscience par lui-même de sa pathologie. Donc là, plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, en tout cas en France, c'est le code de déontologie médicale. Qui dit que, normalement, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et que cette information doit être loyale, claire et appropriée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appropriée ? Cette nuance, elle est là. Elle a été un petit peu éclaircie par la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui disait que donc, l'information sur l'état de santé du patient doit être communiquée dès que son état est possible. Ce qui est un peu particulier parce que quand on réfléchit bien, le Code de santé publique, il a été bien étudié pour ce qu'on appelle les MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, mais pour ce qui est de la psychiatrie, quand même, il y a des petits moments de flottement. Donc ce qui fait qu'en psychiatrie, on est parfois un petit peu obligé de s'adapter. C'est-à-dire que globalement, pour pouvoir informer un patient en psychiatrie, il faut que son état psychique lui permette de comprendre l'information et de donner un consentement libre et éclairé. Ce qui n'est pas forcément possible lorsque le patient il est dans la phase aiguë par exemple d'un trouble psychotique. Lorsque voilà, il est trop pris par des symptômes délirants ou des symptômes dissociatifs qui ne lui permettent pas même de rentrer en communication avec d'autres personnes. De toute façon, ce n'est pas le moment pour l'informer, il n'est pas prêt à ça. C'est un peu le cas de Teddy, je veux dire, Teddy, dans le film, même à la fin du film, quand on lui présente les arguments, on lui explique qu'il n'est pas du tout en capacité de comprendre ce qui se passe. Dans le film, en théorie, le docteur Collet pouvait finalement se permettre de ne pas donner le diagnostic à Teddy, dans le sens où on considère qu'au début du film, il n'est pas apte à prendre conscience de ses troubles, et que donc ça ne sert à rien de le mettre au courant, parce que de toute façon, il ne sera pas en état de donner son accord. Bon, l'honneur est sauf quand même, donc à la fin, il lui donne accès à son dossier médical, voilà, le patient a accès à ces informations concernant sa santé. Maintenant, deuxième problème, c'est les modalités obligatoires pour faire une expérimentation scientifique. En tout cas, en France, avant de démarrer une expérimentation, il faut évidemment recueillir le consentement du patient, consentement qui doit être libre, éclairé et express, c'est-à-dire que c'est un consentement qui n'est pas implicite ou qui n'est pas présent par justement l'absence de refus. Et il faut également l'accord de plusieurs instances, notamment les comités de protection des personnes. Enfin voilà, quand on veut se lancer dans un protocole expérimental scientifique, en tout cas en France, j'imagine sans doute probablement pareil aux États-Unis, je ne suis pas allé voir, mais voilà, c'est pas comme ça se décide pas comme ça sur un coin de table, tiens on va faire comme ça et puis hop on se lance quoi. Et bien sûr, l'accord du patient doit se faire par écrit et il est révocable à tout moment. C'est-à-dire que le patient, il signe pour participer à l'expérience, il est OK pour ça, mais si à un moment donné il dit j'arrête, on ne peut pas l'empêcher d'arrêter. Voilà. Donc là, l'histoire ne le dit pas, mais sans doute que Collet... je ne crois pas que Collet il ait vraiment demandé l'accord de Teddy avant de se lancer dans l'expérience. Voilà. Et de toute façon, vu son état, Teddy il aurait été incapable de signer quoi que ce soit et de donner son accord, vu qu'il était vraiment trop envahi par à la fois son traumatisme et les effractions psychotiques qui peuvent être présentes parfois.
Troisième point, là dans le film, tout le staff médical est au courant. Donc ça, c'est complètement improbable. Ça s'appelle une association de malfaiteurs, c'est-à-dire que vraiment, tout le monde est dans le coup, on dit rien au patient et on fait ça vraiment dans son dos. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Et en plus, vraiment un truc important et qui est là limite pas éthique, c'est qu'ils arrêtent de donner des médicaments à Teddy. C'est-à-dire qu'ils le privent d'un soin dont l'efficacité est reconnue. La chlorpromazine, donc le neuroleptique, qui finalement le protégeait un petit peu de l'explosion des symptômes. Là, on lui arrête carrément, ce qui fait qu'il expérimente vraiment les symptômes de plein fouet pendant tout le film. Donc ça, bon, le terme est un peu fort, mais bon, c'est presque de la maltraitance. Donc ça, on n'a pas le droit de faire ça, en vrai. D'ailleurs, on voit, Teddy, il souffre littéralement pendant tout le film. Enfin bon, il faut savoir que, de toute façon, pour ce qui est de la circulation de l'information, c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que le patient, il a le droit de mentir à son médecin ou d'omettre certaines informations ou certains sujets. Ça, dans la relation thérapeutique, ça donne des informations sur le type de relation qu'on a avec son patient, mais par contre, le soignant, lui, il n'a pas le droit de mentir ou d'induire volontairement en erreur le patient. Voilà, ça c'est un peu la base de l'alliance thérapeutique. Donc là, l'alliance thérapeutique dans Shutter Island, elle est un peu, pour moi, elle est un peu chelou, quoi. Moi, pour rebondir sur le côté, le patient a le droit d'omettre certaines informations aux soignants. Moi, je fais le lien avec... du coup, ça rejoint un peu le défaut d'insight ou le déni que tu as évoqué plus haut. C'est vrai qu'en addictologie, selon les jours et selon le professionnel que les usagers ont en face, les discours sur les consommations peuvent varier, en fait, selon aussi l'intensité du sentiment de honte ou de culpabilité ou selon la qualité du lien qu'ils entretiennent avec le professionnel, par exemple. Peut y avoir des variations, peut y avoir des choses oubliées ou non dites, et puis on fait avec. Ces 4 noms ont-ils des points communs selon vous? C'est la loi des 4. Andrew, qu'est-ce que vous voyez? Si vous avez fait quoi que ce soit mon équipier, docteur, c'est une violation des lois fédérales. Concentrez-vous, Andrew, qu'est-ce que vous voyez? Ils sont composés des mêmes lettres. Edward Daniels a exactement les mêmes 13 lettres que Andrew Laedis, tout comme Rachel Solando et Dolores Chanal. Ce sont en fait des anagrammes les uns des autres. Et vos tactiques n'ont aucune chance avec moi. Vous cherchiez bien la vérité? La voici. Vous vous appelez Andrew Laedis, le 67e patient d'Ashcliffe. C'est vous, Andrew. Foutaise. Vous avez été interné par décision judiciaire il y a maintenant 2 ans. Votre crime est horrible. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné. C'est pourquoi vous vous êtes inventé un autre vous-même. On va enchaîner un peu parce que là, dans le film, on pourrait avoir l'impression que Teddy a en fait 2 identités différentes. D'un côté, Teddy Daniels et de l'autre côté, Andrew Laedis. Ça, on s'en rend compte à la fin. Et là, je te laisse volontiers la parole, Laetitia, pour que tu nous parles d'un concept que personnellement je trouve assez étrange, le trouble dissociatif de l'identité. Sujet qui a été source de nombreux débats en amont de ce podcast. Trouble dissociatif de l'identité. Non, ouais, sacré sujet. Alors, du coup, pourquoi je me suis penchée là-dessus à la base petite mention quand même au podcast qui s'appelle Adaptator et à travers, dans lequel il a été rapidement évoqué. Et du coup, j'ai écouté une autre émission sur France Bleu qui date de 2022, où donc Éric Binet était invité pour parler de ce sujet-là. Donc c'est un psychologue, c'est le président aussi de l'AFTD, autre acronyme, Association francophone de trauma et de dissociation. Juste ouais. Adaptator et à travers, c'est un podcast dans lequel il parle donc d'adaptation au cinéma de romans. Et donc ils ont fait un épisode sur Shutter Island, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc le trouble dissociatif de l'identité, je pars toujours du DSM-5 parce qu'on va dire que ça donne une base au niveau du descriptif des troubles. Une bonne base théorique. Une base théorique, voilà. Donc le trouble dissociatif de l'identité, donc c'est un type de trouble dissociatif qui comprend en fait au moins
2 identités alternantes. Ça, j'y reviendrai. Et 2 identités alternantes, ainsi que la présence d'une amnésie importante en ce qui concerne des infos autobiographiques et des choses du quotidien. En gros. Donc, dans cette émission, donc je reviens sur Eric Binet et France Bleu, ils disent qu'il y a environ 1 à 3% de la population qui serait atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui paraît énorme en réalité, puisque la schizophrénie, c'est environ 1% de la population générale. Donc ça voudrait quand même dire qu'il y a 3 fois plus de personnes touchées par le trouble dissociatif de l'identité. Alors pour autant, donc du coup j'ai essayé de trouver des articles quand même scientifiques sur le sujet. Il y a un article de Ross, Duffy et Ellison qui date déjà de 2002. En fait, ils ont regroupé 10 études différentes de 6 pays différents, donc le Canada, les États-Unis, la Norvège, la Turquie, la Suisse et l'Allemagne. Et en regroupant ces études-là, ils ont trouvé que le trouble dissociatif de l'identité affectait 3,9% des 1529 patients hospitalisés en psychiatrie. Alors, il est en train de faire un nom de la tête en même temps. Non, mais... Donc, ce qui paraît effectivement énorme. Pour évaluer ça, ils ont utilisé un questionnaire que moi j'utilise aussi parfois, qui s'appelle donc le DES, nouvel acronyme, Dissociative Experience Scale. Donc c'est un questionnaire avec plusieurs questions sur différents symptômes dissociatifs. Et en complément, ils ont utilisé un entretien directif, Dissociative Disorders Interview Schedule, le DDIS. Et donc, avec cette évaluation-là, donc le questionnaire plus l'entretien semi-directif, ils ont trouvé ce score assez impressionnant du TDI. Donc voilà, TDI, trouble dissociatif de l'identité, en psychiatrie. Donc c'est avec ces 2 échelles-là qu'ils ont conclu aux 4% de TDI sur les 1529 patients hospitalisés. Ouais. Ok. Alors c'est vrai que le trouble dissociatif de l'identité en France, il est encore méconnu parce qu'on a beaucoup de croyances et de représentations sur ce trouble. En France, on a quand même un historique de psychologie plutôt cartésien, où c'est un peu compliqué d'envisager plusieurs identités chez une même personne. Enfin, ça a l'air assez improbable. Ouais. Donc même si la CIM ou le DSM, qui sont toujours les classifications américaines de psychiatrie, elles ont intégré le TDI depuis environ 20 ans. Il y a toujours beaucoup de suspicions par rapport à ce trouble. Et pour cause, je parle de mon point de vue, mais c'est vrai que j'ai jamais rencontré personnellement de trouble dissociatif de l'identité. Et je ferai... Toi non plus. Bon. Mais du coup, je ferai quand même la distinction tout à l'heure avec le trouble dissociatif tout court, qui est pour le coup très, très bien représenté. Mais vraiment, trouble dissociatif de l'identité, je n'ai jamais vu, je n'ai même jamais entendu un confrère en parler ou le diagnostiquer chez quelqu'un. Alors, selon l'article de Ross, alors un autre article qui date de 2016, qui a été publié dans le journal de l'EMDR. D'accord. L'EMDR, qui est une thérapie indiquée pour les psychotraumas. Il parle de difficultés d'évaluation liées au trouble dissociatif de l'identité, parce qu'il dit que les personnes atteintes de ce trouble, alors effectivement, elles décrivent rarement leurs troubles, leurs symptômes de manière spontanée, et que ce diagnostic, en fait, il peut demander du temps parce que le système de personnalité de la personne, de système de personnalité avec ses identités multiples, ça peut être soi-disant latent ou éteint. Voilà, donc pour le diagnostiquer, il faudrait que la pathologie du TDI, elle soit bruyante et active, et aussi que les professionnels y soient sensibilisés et attentifs. Je réfléchis, juste là je te coupe, mais c'est pas les genres de trucs qu'on peut voir dans les situations d'exorcisme, c'est pas plutôt les curés qui voient ça? Les curés. Écoute, faudra leur demander s'ils sont sensibilisés. Ouais, c'est vrai que dans la représentation, c'est un peu ça en vrai. Les phénomènes de possession. Moi j'ai le film de Friedkin en tête, là, L'Exorciste. Après, dans le TDI, c'est pas forcément des identités démoniaques. Genre. D'accord. Je n'ai pas toujours possédé par Satan.
Ok. Parce que ça n'a pas été étudié. Mais ouais, bon, en tout cas, c'est quand même, on en voit quand même rarement, je trouve. Par contre, sans parler du trouble dissociatif de l'identité, je suis vraiment d'accord sur la méconnaissance générale du phénomène de dissociation. Enfin, sur le côté où on a du mal à définir ce que c'est et sur le côté où c'est vraiment sous-évalué. Donc la dissociation, alors bon, je vais pas faire un cours sur la dissociation, mais en gros il y a un peu deux types de dissociation différentes. Il y a la dissociation qu'on va appeler structurelle, qu'on va retrouver chez les personnes schizophrènes, où va vraiment y avoir une incohérence entre les pensées, les émotions, il va y avoir une espèce de morcellement au niveau de la structure du psychisme. Que la dissociation traumatique, c'est encore autre chose. C'est ce que j'expliquais un petit peu plus haut dans la partie, quand je parlais d'amnésie dissociative notamment. Va vraiment y avoir ce phénomène de... la personne ne va plus vraiment être là, en fait. Elle va un petit peu couper avec la réalité et être absorbée dans les phénomènes de stress post-traumatique. Donc ça, on va parler de dissociation. Pour la catégorie des troubles dissociatifs, dans laquelle le TDI est inscrit, pour moi, les troubles dissociatifs, en fait, ils sont vraiment fréquemment rencontrés. Ils sont aussi en lien, comme je le dis, avec les psychotraumatismes. Dans Eric Binet, il donne un exemple, par exemple, d'une patiente qui, pendant des accès de colère vraiment très extrêmes, est en état d'hyperactivation, c'est-à-dire qu'elle sort carrément de sa fenêtre de tolérance. Et quand on sort de sa fenêtre de tolérance, la plupart du temps, on se dissocie. Mais quand on se dissocie à un état quand même aussi extrême, on peut complètement oublier ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Donc ça, clairement, pour moi, c'est des épisodes, c'est des troubles dissociatifs, mais il n'y a pas forcément ce côté switch d'identité. D'accord, c'est-à-dire que la pensée, elle quitte un peu son cours normal pour partir sur autre chose. Et ensuite, quand elle reprend son cours, la personne ne se rappelle pas forcément de cet écart de pensée, on va dire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans un état de conscience vraiment altéré. Et moi, j'ai vraiment pas mal de personnes qui sont sujets à ces épisodes dissociatifs-là. Et qui, en fait, c'est leurs proches, le plus souvent, qui leur racontent ce qui s'est passé, parce qu'eux-mêmes ont complètement oublié, quoi, n'étaient plus vraiment présents à ce moment-là. Et ces phénomènes-là, ces épisodes dissociatifs, je disais qu'ils sont en lien avec le psychotrauma, mais ils peuvent être favorisés aussi par les prises de produits. Clairement. D'accord, des produits toxiques. Ouais. Ok. Je sais pas, tu sais, il y a des produits qui dissocient plus que d'autres. Non, je dirais que c'est propre à la personne quand même, mais bon, après il y en a quand même qui ont des potentiels dissociatifs, genre la kétamine par exemple. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça peut être un facteur déclenchant. Okay. Le trouble de la personnalité borderline par exemple, pour parler de lui, c'est un trouble de la personnalité dans lequel on retrouve vraiment pas mal des troubles dissociatifs. Et justement parce que c'est souvent des personnes qui ont des conduites à risque dissociantes et aussi malheureusement qui ont vécu des psychotraumas. Mais voilà, encore une fois, on ne retrouve pas forcément cette problématique au niveau de l'identité. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai un petit peu cherché des choses sur le sujet, ça m'a créé un petit peu de la confusion. Parce que... alors du coup, je me suis demandé, voilà, le taux qu'on retrouve au début dans cette étude-là, de quasiment 4%... sur 1500 personnes, je me suis demandé dans quelle mesure ils avaient vraiment fait la distinction entre vraiment troubles dissociatifs et troubles dissociatifs de l'identité. Dans quelle mesure ils avaient vraiment évalué le côté identitaire. Ouais, d'accord. Bon. Alors, mais au final, dans le film, Teddy, alors il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité ou pas, d'après toi ? En vrai... il y a quand même la présence de deux identités alternantes, donc deux identités qui ne communiquent pas du tout entre elles. Donc l'identité de Teddy, où il est Marshall, où il investigue, et l'identité d'Andrew, qui a tué sa femme. Il y a beaucoup d'amnésie dissociative, quand même. Donc au niveau du
comment je pourrais dire, du compartimentage des mémoires. C'est quand même très bien, comme je disais tout à l'heure, très bien clivé. Il y a une partie de lui qui était anciennement marshal, vétéran de l'armée. Cette partie-là de son identité, elle est réelle. Et il y a la partie, donc Andrew, la partie meurtrière qu'il tient à distance car il ne peut pas intégrer avoir tué sa femme. Il incarne Teddy tout au long du film, mais à la fin, il semble se rappeler qu'il est effectivement Andrew. Il semble remettre les choses à leur place par rapport à son identité d'avant. La prise de conscience dans le phare, on voit bien que tout lui tombe sur la gueule d'un coup, qu'il reconnaît que ce sont des inventions à lui, parce qu'il ne pouvait pas admettre que sa femme ait tué les enfants, qu'il les tue ensuite. Et puis la fameuse phrase à la fin du film, qui apparemment n'est pas présente dans le livre, vivre en monstre ou mourir en homme de bien. Bon, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il a conscience des choses, mais qu'il fait le choix conscient de ne pas vivre avec ça, en fait, maintenant qu'il en a conscience et qu'il a retrouvé cette identité de Andrew. Donc, en dehors du fait que le trouble dissociatif de l'identité reste, à mon sens, un peu confus et méconnu comme pathologie, on pourrait répondre que oui, sur le côté des deux identités et de la présence des amnésies dissociatives, mais il n'y a pas ce côté switch d'identité marqué, justement le côté un peu possession dont tu parlais, où quand même dans le TDI, on est censé trouver un espèce de changement soudain de l'état comportemental de la personne. Donc, il n'y a pas ce switch d'identité, et aussi... dans le TDI, on se crée plusieurs identités pour soi-même, mais on n'est pas censé retrouver de la création d'identité pour les autres. Et en fait, il a fait la même chose pour sa femme, puisque sa femme, il lui crée quand même deux identités. Donc par rapport à ça, j'aurais tendance à dire non. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que lui et on verrait le passage d'une identité à l'autre. Je dirais, bon, ok, pourquoi pas. Mais bon, là, il n'y a pas qu'à lui qui crée des identités. Il crée d'autres identités à sa femme. Donc, tout ça s'inscrit dans une espèce de schéma, presque une espèce de schéma de défensif, quoi. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Trouble dissociatif de l'identité, je trouve pas trop. Ok, je crois qu'on a fait le tour des thèmes qu'on voulait aborder sur ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de Shutter Island ? Moi, j'aime bien les films à twist, de manière générale, parce que je trouve que chaque visionnage est différent, à l'image de Fight Club ou de Saw 1, pour les connaisseurs. J'ai bien aimé ce côté dans Shutter Island, parce que au tout premier visionnage, j'étais prise dans l'ambiance un peu malsaine et angoissante, un peu dans la même confusion que Teddy, finalement, face aux incohérences de cet hôpital-prison. Et dans les visionnages ultérieurs, notre point de vue et notre perception de la réalité, elle change. Donc les éléments qu'on avait interprétés d'une première façon, au final, on se rend compte que c'est pas les bons. Et puis, ce qui saute aux yeux aussi après, c'est toutes les incohérences en lien avec le plus grand jeu de rôle thérapeutique imaginé, comme dirait le docteur Collet. Tout semble quand même impossible et improbable. Donc, comme tu disais dans ta partie sur l'éthique, ça sous-entend quand même qu'absolument tout le monde est au courant, les soignants comme les patients. Donc, en termes d'éthique, notamment les entretiens, les petites confrontations là, que Teddy a avec les patients où ils sont censés lui mentir droit dans les yeux. Ça paraît un peu compliqué. Et puis, au niveau dangerosité, quand même, si c'est le patient le plus dangereux de l'établissement, c'est vrai que ça laisse perplexe de le laisser dormir dans le dortoir des aides-soignants, errer dans les couloirs, prendre sa douche tout seul. Voilà. Mais sans tenir compte de ces incohérences, j'ai quand même bien aimé le film, que ce soit pour le côté huis clos, suspense, ou toutes les mises en scène visuelles des symptômes de Teddy. C'est vrai que les hallucinations visuelles, elles sont quand même bien représentées. Et l'idée de départ, recréer grandeur nature les obsessions d'un patient pour l'en défaire, c'était quand même un pari intéressant. Voilà. Et toi ?
Écoute, moi j'ai un avis plutôt favorable pour un film de Scorsese, parce que moi j'avoue que les films de Scorsese, souvent j'appréhende, je sais que souvent je vais m'ennuyer, je sais pas pourquoi, hein, j'ai du mal. Mais écoute, pour celui-là, j'ai été agréablement surpris, d'autant plus que je l'avais vu une première fois, donc il y a longtemps, je pense au moment de sa sortie, et je l'ai revu finalement une deuxième fois là pour le podcast. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu connais, ça j'ai pas retrouvé ça dans d'autres films, hein. Quand tu connais le twist et que tu regardes le film une deuxième fois, en fait tu vois pas le même film. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, j'étais à fond dans une enquête policière, j'étais parano comme Teddy, je me suis dit, ah, c'est pas vrai, ils sont tous dans le coup, etc. Et puis à la fin, tu tombes des nues lorsqu'on te révèle en réalité qu'il est malade et que tout ça, c'était un coup monté dans l'hôpital. Et du coup, quand tu vois le film en sachant tout ça, bah, tu as l'impression de voir pas un film d'enquête policière, mais de voir un film sur une expérience médicale. Où tu vois en fait les acteurs. Tu te focalises pas sur Teddy, mais sur tout ce qui se passe autour, sur le rôle de chacun. Quand ils arrivent tous les deux sur l'île et qui sont accueillis par des policiers armés jusqu'aux dents, hyper tendus. Vraiment, tu sens avec les gars le doigt sur la gâchette, vraiment en grosse panique. Quand tu vois la première fois, bah, tu réagis un peu comme Teddy, tu dis non, c'est un peu tendu ici quand même. Et quand tu vois le film une deuxième fois, tu dis ok, les mecs ils sont hyper flippés parce qu'ils ont le gars le plus dangereux de l'hôpital comme ça, là, qui circule comme si de rien n'était et il peut partir en vrille à n'importe quel moment. Donc ça, tu le vois pas du tout la première fois et tu es hyper attentif à ça la deuxième fois. Les coups d'œil des soignants à chaque fois qu'il y a des allusions au docteur Sheehan, donc qui est un des médecins de l'institution, mais qui joue le rôle je sais pas comment on dit, c'est son associé, non ? Ouais, son collègue, quoi, Hall. Donc, les soignants, quand Teddy il interroge sur ce fameux docteur Sheehan qui a disparu de l'île, on voit les regards qui vont en direction de Mark Ruffalo, ou alors les petits sourires de Mark Ruffalo lorsqu'on fait référence au docteur Sheehan. Voilà, que des trucs comme ça. Donc ça, moi, j'avoue que ça m'a vachement plu, parce que j'avais jamais retrouvé ça auparavant. C'est surtout ça, moi, qui m'a bien plu dans le film. Après, j'ai préféré le film au roman. Je crois que j'avais dû, à une époque, acheter le roman. Je crois que c'est quand il est sorti. Vraiment, je connaissais pas Dennis Lehan. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa et tout. Ça parle de psy. J'avais vu ça sur la 4e de couverture. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, let's go. Tu l'as lu ? Je me suis arrêté au milieu. Ça m'est tombé des mains. Mais bon, j'ai du mal à accrocher dans les bouquins. Mais vraiment que... voilà. Mais il me faut Harry Potter, moi, un truc, tu vois, basique. Dès que c'est un peu... dès que ça traîne un peu trop, en fait, voilà, facilement, je laisse tomber. Donc voilà, alors que le film, moi, je suis bien rentré dedans, et ça n'a pas été trop pénible de le revoir. Ne pas le revoir 2, 3 fois, 4 fois pour le podcast. Finalement, c'est bien passé. Voilà pour ce que j'en pense. Ces images sont tout à fait réalistes. Autrefois, le genre de patients que nous prenions en charge ici étaient enchaînés et abandonnés dans leur déjection. Ils étaient battus, comme si les fouetter jusqu'au sang pouvait les désaliéner. Nous leur enfoncions des vis dans le cerveau. Nous les obligeons à prendre des bains si glacés qu'ils s'évanouissaient ou se noyaient même. Et de nos jours ? Nous les traitons, les soignons, tentons de les guérir. Et si nous échouons, nous leur apportons au moins un peu de réconfort dans leur vie, de calme. Allez, avant de terminer, on va faire nos petites recommandations en rapport de près ou de loin avec le film d'aujourd'hui. Je te laisse commencer. Oui, et le fait de parler du psychotrauma et du trouble de stress post-traumatique, ça m'a refait penser à la première saison de En thérapie. Je sais pas si tu connais. Oui, ouais. J'aime bien. C'est bien parce que je sais absolument pas comme ça que je travaille et que il m'impressionne ce psychiatre qui, oui, a plein de problèmes dans sa vie, mais quand même est méga pro avec des patients ultra modèles qu'on retrouve que dans des bouquins.
Mais il n'est pas toujours pro, en vrai. Ouais, remarque, t'as raison. C'est vrai. Quand C'est vrai, t'as raison. Donc, un psychiatre, finalement, à échelle humaine, Ouais, c'est ça. avec ses fragilités, voilà. Mais Tu qui a veux nous en toujours, parler des fois, quand même, la bonne punchline, tu vois, le truc vraiment qui te retourne. Donc, non, mais j'ai bien aimé. Bah, du coup, la première saison de En Thérapie. Alors, En Thérapie, c'est une adaptation d'une série israélienne à la base. Et non. Si, Betty Pool, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et la saison 1 en France a été créée par Éric Toledano et Olivier Nakache. Elle est sortie en 2021. Et cette première saison, en fait, elle est axée sur les attentats de 2015, donc au Bataclan et dans les cafés parisiens. Et donc le psychanalyste de la série, Frédéric, donc qui est interprété par Frédéric Pierrot, il a environ, je crois qu'on suit 5 patients, le suivi de 5 patients sur quelques séances. Et dans cette première saison, il y a un personnage, moi, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est incarné par Reda Kateb, qui est policier de la BRI, qui intervient au moment des attentats au Bataclan. Et vraiment, son jeu, son interprétation, c'était vraiment très puissant. Donc je recommande vivement cette série. Moi, j'ai trouvé que la saison 1 était globalement mieux que la 2. Et je crois que c'est toujours disponible sur Arte en replay. D'accord, je crois. Il faut savoir que ça a été hyper adapté dans plein de pays, cette série. Il y a une version américaine qui s'appelle En Analyse, je crois, avec Gabriel Byrne qui joue le rôle du psychiatre. Il y a une version anglaise aussi. Voilà, donc c'est... bon. Ça a bien marché. Enfin, notre petite version à nous, elle est pas si mal. J'avais regardé quand même par curiosité quelques épisodes de la série originale. Alors c'est vrai, parler du psychotraumatisme, c'est un peu plus crédible parce que je crois que ça se passe dans la bande de Gaza, ça se passe dans une zone de guerre, quoi. Où vraiment les gens ils vivent avec le quotidien, c'est des bombes qui explosent, des gens qui se tirent dessus, voilà. Donc moi, arriver à essayer de retranscrire un petit peu la même chose en France, c'était quand même, voilà, le point de vue était plutôt pas mal, mais en tout cas, oui, moi aussi j'avais bien aimé. Moi, en ce qui me concerne, une fois n'est pas coutume, j'ai recommandé un bouquin. Waouh. Voilà, ça m'arrive, et oui. Et donc là, pour parler de psychiatrie dans des endroits un petit peu insolites, je vais vous recommander un roman de Philippe Cadic. Philippe Cadic est un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est quand même quelqu'un d'assez particulier, parce que Philippe Cadic, on ne sait pas trop vraiment s'il souffrait de pathologie psychiatrique ou pas, mais ce dont on est sûr, c'est que Philippe Cadic, il consommait quand même pas mal de stupéfiants, pas mal de trucs. Ça se voit quand même pas mal dans ses bouquins, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est vachement cohérent, et puis tu sens quand il a pris un peu trop de produits, ça part vraiment en sucette, et là tu te dis, oh là, qu'est-ce que je suis en train de lire, et pourtant, Philippe Cadic, il est hyper adoré au cinéma, parce qu'il y a plein de nouvelles à lui qui ont été adaptées, nouvelles ou romans. Il y a eu Blade Runner, il y a eu Substance Mort, Catherine Bigelow, elle a adapté Substance Mort, le titre original c'est Scanner Darkly, Minority Report, Philippe Cadic, Total Recall, Philippe Cadic aussi. Donc voilà, des univers. Alors à chaque fois c'est des adaptations un peu libres parce que bon, voilà, lire Philippe Cadic c'est pas toujours évident. Je te vois douter là, j'ai dit une bêtise. Mais Substance Mort, je suis en train de me demander si c'est pas Chuck Palahniuk. Qui a écrit le bouquin ? Ouais. Regarde, ça s'appelle. Non, vas-y, regarde pendant que je continue. Ça s'appelle Scanner Darkly, je crois, le titre original. Mais enfin bon, vu ce que ça raconte, moi, ça me surprendrait qu'à moitié que ça soit Philippe Cadic. De toute façon, l'auteur dont tu me parles, je le connais pas, alors je vois pas comment j'aurais pu tomber sur son bouquin. Non, t'as raison, c'est Philippe Cadic. Ouais. L'auteur dont je parle, c'est le livre, celui qui a écrit Fight Club. D'accord. Et donc, pour en revenir au bouquin que je voulais vous recommander, ça s'appelle Les clans de la lune Alphane. Les clans de la lune Alphane, ça parle
globalement une période dans le futur où il y a une guerre entre les humains et les Alphanes. Dans ce système-là, il y a une lune Alphane, qui est utilisée comme hôpital psychiatrique. Et au moment où la guerre se déclenche, la lune est abandonnée et les patients sont livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que les patients se regroupent sur cette lune, se regroupent selon leur pathologie. Il y a différents clans, donc régions sur cette lune, dans lesquelles il y a d'un côté les dépressifs, d'un autre côté les bipolaires, d'un autre côté les schizophrènes, paranoïdes, d'un autre côté les hébéphrènes. Voilà, et chacun a développé sa petite société. Et donc toutes ces populations vont être obligées de se réunir au moment où les populations en guerre vont réinvestir la lune Alphane et eux vont savoir s'ils doivent se mettre en guerre contre eux ou pas. Et il y a toute une partie, alors voilà, quand je disais qu'il y a un moment donné ça part un peu en sucette, mais toute la première partie du bouquin est intéressante où il présente un petit peu les différentes populations et la façon dont chacun va envoyer un émissaire pour cette fameuse réunion et chacun réagit en fonction de sa pathologie. C'est assez rigolo à lire, franchement, c'est assez plaisant. Et finalement, je trouve sur le plan sémiologique un peu intéressant. Voilà. Après, la fin du bouquin, c'est on part plutôt sur des flaques de plasma qui parlent directement par télépathie. Ou des insectes qui parlent. Enfin bon, on parle vraiment un peu dans tous les sens. Mais bon, quand même, globalement, c'est un bouquin qui est intéressant. Peut-être qu'il sera adapté un jour au cinéma. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy si vous voulez faire des commentaires sur le podcast, poser des questions ou encore proposer des films dont vous voudriez entendre parler. Dans le prochain épisode, on restera dans le polar glauque, parce qu'on a décidé de parler du Silence des agneaux. Et donc on en parlera si d'ici là Laetitia n'a pas dégusté mon foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. J'ai trop hâte de parler du podcast, pas de manger ton foie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut! Salut!